2, 1. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, un nouveau mercredi. Alors hop, j'ai un petit souci avec ça, mais ça c'est comme d'habitude, hein, ceux qui suivent l'émission ont l'habitude. Voilà, tout est parti, tout est en place, les invités sont en place ce soir, une émission un peu particulière, on va parler de formation, on va parler surtout de métier, peut-être aussi de pénurie de candidatures, on va voir, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont intervenir dans cette émission. Avant ça, une chose toute simple, déjà, tac, je vous fais la promo pour le site www.emploinouvelleaquitaine.fr, vous scannez le petit QR code. Je rappelle que le dépôt des candidatures est gratuit, le dépôt des CV est gratuit, le dépôt des offres d'emploi est gratuit et le téléchargement des CV sont gratuits. Et puis je voulais remercier bien évidemment, comme dans chaque émission, les partenaires de l'émission, la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse, la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, Limoges Métropole et la Chambre de métier et de l'artisanat, sans qui cette émission ne serait pas tout à fait la même et je les en remercie. Allez, alors... Vous allez voir tout de suite les invités. Regardez, bon, elles sont détendues. Hein, ça, plus détendues que ça, c'est pas possible. Regardez bien. Tac, elles sont là. C'est impeccable. Donc, vous avez face à vous Catherine Loubria. Comment ça va, Catherine? Très bien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Voilà. Bonjour, Catherine, directrice générale de Polaris Formation. Tu nous expliqueras hein, ce que c'est que Polaris, bien sûr, pendant cette émission, et puis en quoi, comment ils forment tous ces futurs professionnels. À côté de Catherine, Laurence Boudy. Comment ça va, Laurence? Ça va bien. Bien, la lumière, ça va, pique pas les yeux, non, ça va à peu près. Laurence Boudy, alors, directrice de la filière sociale, formation sociale, c'est ça? À Croix-Rouge Compétences. Ça, il faut que je m'y fasse parce qu'avant, ça portait pas le même nom. Elle va nous dire en fait pourquoi, on ne sait jamais. Et puis, à côté de Laurence Boudy, Christine Mouad. Comment ça va, Christine? Bonsoir, tout va bien. Christine Mouad, vous êtes enseignante au lycée Suzanne Baladon. Oui, c'est ça, au lycée Suzanne Baladon, sur la formation de conseiller en économie sociale et famille. Voilà. Et donc, il va y avoir aussi, je vous le dis, des interventions de Claire Horry, qui est directrice générale de la RSL à Limoges. Il y aura également 2 interventions de Gaël Lefrère, qui est responsable du territoire d'action sociale de Charente-Limousine au conseil départemental de la Charente. Et puis Sandrine Chastanet-Taupin, qui est aujourd'hui, là, elle est encore auxiliaire de puériculture. Et puis elle s'apprête à devenir assistante sociale, puisqu'elle est en 2e année d'école d'assistante sociale. Elle va nous dire un petit peu ce qui l'a poussé à faire ce parcours et puis comment ça se passe. Allez, je me rapproche un petit peu de vous, hein. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a déjà un panneau là qui s'affiche. De quoi on parle lorsque l'on parle des métiers, de l'accompagnement et du soin? Allez, on va commencer par Catherine. Qu'est-ce que c'est que ces familles de métiers? C'est vrai que si on s'arrête sur ce document là qui s'affiche, on a l'impression que c'est un petit peu une galaxie de métiers. En fait, Ouais. on va dire que ce qu'on affiche là, c'est plutôt un ensemble de diplômes. Oui. C'est Oui. pas forcément un métier, un diplôme. D'accord. On va ouvrir à toute une série de métiers, en fin de compte. Oui. Moi, je m'attachais plutôt à dire que ce qui est commun à ces métiers-là, Oui. on va dire que toutes les personnes qui auraient envie d'exercer une activité professionnelle auprès de personnes en situation de vulnérabilité ou d'exercer des fonctions d'accompagnement, et je dirais qu'on peut trouver, quel que soit leur niveau de qualification, au départ, les niveaux de qualification visés, en fait, quelque chose qui leur correspond. C'est ça qu'il faut retenir, je dirais, de ce tableau-là. En fait, ce sont des formations qui vont conduire à des métiers de l'accompagnement social, socio-éducatif ou médico-social. On aura l'occasion de revenir, je pense, plus tard. Sur Alors, là, on a un tableau. Alors, qu'est-ce qui représente ce tableau? Alors, celui-ci, il représente, on l'a conçu avec Laurence de Croix-Rouge Compétences. Il représente, en fait, l'ensemble des diplômes Oui. auxquels on propose de former
Alors celui-ci là. Oui, alors je peux revenir sur l'autre, hein, parce que c'est ça la technique. Regardez, pam, le rouge, il parle de quoi celui-là? Alors celui-ci parle des diplômes de l'accompagnement donc social, éducatif, médico-social, qui vont du niveau qu'on appelle le niveau 3 au niveau 7, c'est-à-dire du niveau du CAP jusqu'au niveau du Master 2. D'accord. Et celui-là? On est plutôt cette fois-ci sur les formations sanitaires, qui elles aussi vont du niveau 3 au niveau 7, mais encore une fois, ce sont les formations que nous proposons au niveau de notre territoire. Oui. Territoire Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine? Non. D'accord. Limousin. Ah, Limousin, eh oui, le territoire limousin qui, pour rappel, n'est plus une région, hein, forcément, depuis... Voilà, une précision sur les couleurs, puisque donc nous avons représenté en bleu, alors en bleu, tac, qui va pouvoir se faire à Polaris, et en rouge les formations que propose Croix-Rouge Compétences, en HEV, celles que nous proposons tous les deux. D'accord. Bon, ce qu'on peut dire quand même, au-delà de ces diplômes, de ces filières de formation, c'est qu'en général, dans les métiers de l'accompagnement et du soin, il faut un diplôme. C'est souhaitable, oui. C'est souhaitable? Non, mais c'est important parce que effectivement, il y a des choses que l'on peut faire sans diplôme, mais rapidement, si on veut vraiment avoir une notion un petit peu de carrière et puis rester dans le métier, il faut passer un diplôme. Ça ne s'improvise pas le fait d'accompagner des personnes. Non, on travaille sur de l'humain et avec de l'humain, donc voilà. C'est essentiel. Alors, oui, Laurence, vas-y. Sur une technicité, mais aussi on travaille sur le savoir-être important. Voilà. Et sur des professions de la relation quand même, du soin, du social. Si on parle de diplôme, juste comme ça, donc on le disait, le niveau d'entrée, c'est quel niveau scolaire? Les premiers niveaux de qualification. Sans prérequis, c'est la formation d'AES, c'est ça? Voilà. Et on peut monter jusqu'à quel niveau? Le CAFDES? Jusqu'au niveau, Master 2. Voilà. Qui sont plutôt des formations destinées aux cadres. Au cadre. D'accord. Très bien. Christine. Oui. Tac. Regardez. Oh là là, super. Hein. Regardez. Là, c'est super. Là, vous voyez bien, là. Oui. Eh bien, bien sûr. On essaie d'être moyen, mais c'est pas facile. Mais bon, Christine, vous êtes plutôt là pour nous présenter la filière le métier de conseillère en économie sociale et familiale, puisque donc on y rentre à quel niveau dans cette formation? Alors c'est une formation qui se fait en 3 ans, 2 années pour un BTS et puis une 3e année pour le diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale. D'accord. Voilà. Donc les gens peuvent venir juste après le BTS ou après un autre parcours, ils peuvent interrompre, revenir après. D'accord. C'est une formation qui est accessible en formation en cours d'emploi ou pas? Oui, c'est une formation accessible en cours d'emploi et qu'on va ouvrir aussi en alternance. D'accord. Et en VAE aussi? En VAE aussi. En VAE aussi. Bon, moi je vais vous dire, Christine, qu'est-ce que ça fait? Alors on dit d'abord bonjour, on a Jean-Christophe Alliot qui nous rejoint. Salut Jean-Christophe, c'est gentil de venir. Si vous êtes derrière l'écran, alors je sais qu'il y a du monde un peu partout, hein, on a vu tout à l'heure les invités, enfin les gens qui se sont inscrits, il y en a de Paris, il y en a de Perpignan, il y en a de Bordeaux. Faites-vous connaître et posez des questions ou même témoignez parce que je sais que les réalités des métiers de l'accompagnement sont diverses. Christine, c'est quoi une conseillère en économie sociale et familiale? Je reconnais, j'ai un peu de mal avec cette profession. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est une profession qui est un peu moins identifiée que les autres, un peu oui. plus récente. Pour autant, voilà, c'est un métier qui va permettre d'entrer en relation, qui est un métier d'accompagnement global, qui a la particularité peut-être un petit peu de se baser sur la vie quotidienne. Oui. Comme entrée, donc la vie quotidienne au sens large du terme, hein, aussi bien la santé, l'alimentation, le budget, le logement. On est sur une base d'entrée relativement pratique pour construire une relation avec les personnes. D'accord. Vous l'avez peut-être dit, mais le niveau d'entrée, c'est quoi? 3e, première? Pour nous, c'est après le BTS. Pour le ah oui, d'accord. Pour vous, c'est après le BTS. Particulière, on fait un BTS. Puis une 3e année en 1 an. Où est-ce qu'elles travaillent, les conseillers en économie sociale et familiale? Oui. Partout où on trouve des travailleurs sociaux, il y a des conseillers en ESF. Ah, partout où il y a des travailleurs sociaux. Oui.
Le secteur sur lequel il y en avait peu, c'est la protection de l'enfance. Et oui. là, il y a des postes qui souffrent aussi. Alors je vous le dis, s'il y a bien un secteur qui a besoin, enfin il y a beaucoup de secteurs qui ont besoin de travailleurs sociaux, mais alors voilà, le secteur de l'enfance. Ouais. Voilà, mais après les migrants, les personnes âgées, personnes en situation de handicap, familles. D'accord. Alors on va faire un gros focus, hein, vous verrez pendant l'émission, sur cette thématique de l'emploi, les employeurs, on en a qui ont témoigné. Marie-Christine Schultz, bonjour. Bienvenue dans l'émission. Marie-Christine, dites-nous en quoi ça vous intéresse effectivement le travail d'accompagnement. Peut-être êtes-vous une professionnelle vous-même. Merci de nous le dire. En attendant, vous le savez, on a des partenaires. Je ne cache rien, je vous l'ai dit depuis le début. Donc, on fait une petite pause partenaire et puis on revient tout de suite derrière. Voilà, la Chambre de métier et d'artisanat de la Haute-Vienne qui fait un sacré travail au niveau des artisans. J'en profite pour saluer Charlotte, pour saluer Annie, pour saluer Geoffrey et compagnie. Allez, on va attaquer, on va parler des formations. Dans chaque émission, je demande en fait aux invités de préparer un peu et là, ça a été le cas. Elles ont travaillé, ça y est, c'est des bosseuses. Dans le social, ça bosse, hein, ça rigole pas. Donc, on m'a fait passer la feuille et elles m'ont marqué des formations professionnalisantes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors ça, c'est une question. On va commencer, tiens, avec Laurence. Qu'est-ce que tu entends par des formations professionnalisantes? Dis-moi. Ça s'explique à deux niveaux. Ouais. Le premier, qui semble plus évident, c'est que ce sont des formations qui allient les cours, comme l'approche théorique, et puis beaucoup de temps de stage. Ouais. En général, pratiquement la moitié du temps est passé en stage, et le reste du temps en formation sur site. Alors ça de ce point de vue-là, mais également les intervenants qui font nos formations, en majeure partie, déjà les formateurs permanents sont tous issus du terrain, ont une expérience assez longue du terrain, et les vacataires ou les autres personnes que nous faisons intervenir sont aussi des experts du terrain. Donc on est vraiment en prise directe avec la réalité. D'accord. Les lieux de stage, ça s'adresse à toutes les trois, hein, vous êtes toutes les trois à l'antenne, ils sont faciles à trouver parce que, tiens, par exemple, vous avez, ça représente quoi, toi, Laurence, le nombre de stagiaires par an? Les stages à trouver? Oui, par exemple, de stages. 110 stages. 110 à Polaris. Alors, sans forcément avoir le chiffre, mais je crois que les assistants sociaux, que les assistantes sociales. On n'entend pas bien. Ah. Si on met tous les. Alors, il faut parler un petit peu plus fort, voilà. Si on parle de toutes les formations qu'on propose, évidemment que le nombre est vertigineux. Alors, attends, je vais regarder quand même un truc, voilà. Non. Et vertigineux. Voilà, je suis revenu. Écoutez, j'espère que ça va mieux. Tu vois sur le site de Limoges, donc c'est 700 stages à trouver chaque année. D'accord. Et du côté? Alors nous, c'est une petite promotion, 24 étudiants, mais voilà, c'est quand même aussi... Là c'est pareil. Donc, n'hésitez pas à parler plus fort. Nos formations à Polaris certifiantes, donc on a des diplômes de l'éducation nationale et des diplômes d'État du travail social. C'est à peu près 800 personnes, j'allais dire jeunes, mais on verra tout à l'heure, pas uniquement, 800 personnes par an, sachant que tous les ans, chacun a au moins un stage, parfois deux. Ça fait un bon millier de stages chaque année à trouver. À réaliser, mais ouais. à trouver. Comment ça se passe ces recherches de stage? C'est facile. Ah, le son est encore, on me dit que le son est encore pas bon. Alors attendez, je vais voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tac, tac. Attendez, hop. Voilà. Alors, je pense que le son devrait être meilleur, non? Bon, on va essayer. Qui prend les stagiaires? Quels sont les lieux de stage en fait? Ils sont à l'image des employeurs du secteur, très très divers. Les collègues vont me compléter, mais on a des stages dans le secteur public et le secteur privé. Donc le secteur public, on va trouver des stages dans la fonction publique territoriale, par exemple, auprès des conseils départementaux et de leurs différents services, dans la fonction publique hospitalière, évidemment. Alors, pour ce qui concerne les formations sanitaires, ça paraît évident. Pour les formations sociales, on va avoir beaucoup d'EHPAD, en fait, par exemple, rattachés à des hôpitaux, certains établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.
et beaucoup dans le secteur privé non lucratif, donc énormément d'associations par exemple, qui vont être des terrains de stage et les futurs employeurs en fait de tous nos apprenants. D'accord. Tout va dépendre des formations. Tout dépend vraiment des formations. Chaque formation a ses lieux d'exercice un peu spécifiques. Oui. Laurence, Christine, pardon, vous, c'est pareil? Alors oui, nous, c'est pareil. Bon, après, la démarche est peut-être un peu différente, parce que nous, on demande aux étudiants de rechercher leur stage. Donc, voilà, avec une possibilité de mobilité géographique qui est importante aussi. J'oubliais peut-être le secteur de la petite enfance, parce que, disait Laurence, il y avait des spécificités, beaucoup de crèches par exemple, de multi-accueil, et là aussi avec des statuts très divers, parce qu'on va retrouver des crèches publiques, souvent portées par des communautés d'agglomération, des villes, des CCAS, et beaucoup de crèches associatives également. Alors visiblement il y a toujours un problème de son, donc je sais pas. Tiens, essaye de rapprocher ton micro. Alors est-ce que comme ça Bah oui, mais visiblement il y a toujours un problème de son. Je ne vois pas d'où ça vient. J'essaye. Ça marchait tout à l'heure. Hein. Vous êtes témoin, et là visiblement il n'y a que le mien qui marche bien. Bon, on va voir, on va essayer de continuer comme ça. Dites-nous quand même si vous entendez. Visiblement, il n'y a que le mien qui marche bien. Pourtant, les vôtres sont bien allumés. Tapez sur le micro, voir que... Ça ne produit pas. Non, mais c'est normal que ça ne produise pas de son, c'est que moi. Et visiblement, ça ne marche pas bien. Allez, à tour de rôle, allez-y. Ouais. Vas-y. Bonjour également. Et bonsoir encore. Bon, écoutez, on va voir. On va continuer comme ça. Là, je peux pas régler en direct ce problème de son. Pour moi, a priori, ça marche. Je vois pas ce qui marcherait pas. On va continuer. C'est pas grave. Allez. Donc, on a parlé des stages en entreprise à trouver. Qu'en est-il des intervenants? Donc, vous disiez beaucoup d'anciens professionnels, en tout cas des gens de terrain, ou alors des prestataires. Oui, mais enfin, chez nous, par exemple, c'est aussi des professionnels qui interviennent bénévolement dans la formation. Ah oui, d'accord. C'est important de le dire, ouais. C'est important, oui, parce que c'est vraiment des partenaires très importants. Et pour la formation des étudiants, c'est essentiel aussi. Donc, ça permet de multiplier les expériences, ça permet de multiplier aussi le champ des possibles, et d'ouvrir des perspectives pour les étudiants. D'accord. Ce qu'on a oublié tout à l'heure, quand tu posais la question de la professionnalisation, le fait que ce soit des formations professionnalisantes, c'est tout d'abord que ça mène à un métier dès la sortie. Oui. C'est comme ça le point clé de cette... Eh oui, bien sûr. Mais ça, on y reviendra sur... Je dirais aussi qu'on considère ces étudiants, ces apprenants, on va les appeler comme on veut. En tous les cas, nous, on les considère comme des professionnels en formation. Dès qu'ils arrivent, quel que soit leur âge, d'où ils viennent, même les ex-lycéens qui vont postuler, par exemple, sur un certain nombre de nos formations, dès qu'ils vont arriver sur nos formations, nous, on a à cœur de les considérer comme des professionnels en formation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En effet, qu'ils passent la moitié, au moins, voire plus de la moitié de leur temps sur le terrain, dans les associations, dans les structures, auprès des publics qui le vont accompagner. Ça veut dire aussi qu'on a des méthodes pédagogiques assez particulières. C'est-à-dire que, évidemment, nous, on a à cœur d'avoir une équipe de formateurs permanents avec une grosse expérience en général du terrain qui va assurer toute l'ossature de la formation, tout le fil rouge, qui font appel, en effet, pour aller approfondir des points spécifiques à des professionnels en poste qui viennent expliquer leurs expériences. Mais on travaille aussi beaucoup avec ces professionnels, par exemple, sur des projets. J'ai en tête un groupe d'étudiants très récemment qui a travaillé avec une association qui gère notamment des crèches, qui avait un projet de réaménagement d'une crèche, d'agrandissement en fait d'une crèche en Haute-Vienne, et qui a proposé en fait à nos étudiants de travailler sur le sujet. Donc là, c'était des groupes d'éducateurs de jeunes enfants qui sont allés voir sur place, qui se sont répartis en groupes et qui ont fait des propositions. En fait, c'était une mise en situation professionnelle. Et on a de multiples exemples de cette nature, c'est-à-dire que nos formateurs ne vont pas uniquement transmettre des savoirs ou faire des cours, ils vont vraiment, avec les professionnels, concevoir en fait, des mises en situation, et c'est à partir de ces situations professionnelles qu'ils vont bâtir
leurs enseignements. En fait. Donc on travaille beaucoup de cette manière-là, sur des projets, sur des petits groupes, des grands groupes, des travaux individuels. On essaie de réponse à des commandes. Voilà, exactement. Ça peut être juste des Donc c'est la même chose, ouais. On fonctionne exactement de la même manière, bien sûr. La formation est émaillée comme ça de travaux très très concrets en lien avec des partenaires. J'ai vu aussi que vous faisiez des journées interfilières. C'est quoi l'avantage de faire des journées interfilières comme ça? Ça a beaucoup d'avantages, mais ça répond déjà à une demande des textes qui, depuis la dernière réforme, a proposé qu'il y ait un socle commun de compétences entre les formations en travail social du même niveau, la niveau 6. Et c'est dans le cadre de ce socle commun qu'on a trouvé pertinent de construire des activités communes avec nos étudiants. Et là, pour exemple, le plus ancien, je dirais le plus emblématique, même s'il y en a d'autres, depuis plusieurs années, on travaille pendant à peu près 45 heures avec des étudiants CESF, donc conseillers économiques sociales et familiales, et les assistants sociaux, qui pendant 45 heures, on va répondre à un besoin d'un partenaire, donc il y a une commande, un commanditaire, qui accompagne ce groupe d'étudiants, qui va tenter de faire des propositions, qui va réaliser, enquêter et produire une proposition. Et ce module fonctionne à merveille et produit de l'interprofessionnalité, produit bien sûr tous les avantages qu'on a à travailler ensemble dès la formation pour travailler ensemble. Très bien. Oui. Point là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit souvent quand on arrive dans ces métiers, les candidats qui viennent nous voir, évidemment, et ces premiers vont penser à la relation d'aide. Alors, plutôt une relation en vis-à-vis entre le travailleur social et la personne accompagnée. Or, on voit bien que le travailleur social travaille avec la personne accompagnée, mais aussi avec beaucoup d'autres professionnels. Et c'est ça, en fait, que dès la formation, on essaye d'initier. Ça peut être des cours en commun aussi. On le fait, alors interfilière, ça signifie que dans tout ce panel de formation, on va rassembler des étudiants de différentes filières autour, par exemple, d'un même enseignement. Alors on met en place des modules en commun sur l'histoire du travail social et des métiers. On a des modules de formation, par exemple, sur la pauvreté, combattue d'ailleurs avec des professionnels également. Sur l'autisme. Allez-y, continuez, il faut que je règle le son parce que les gens n'entendent pas. Allez-y, allez-y. Sur l'autisme, en effet, on travaille en interfilière dans le sens où on va rassembler diverses promotions. Oui, sur le travail social, on ne s'arrête pas juste au fait de rassembler les étudiants. Il y a également des activités, des ateliers où ils peuvent réfléchir avec des doctorants qui viennent illustrer ce qu'ils ont appris dans la matinée, par exemple. Toujours très, très concret. C'est ça. Et puis on a les situations où nous sommes en commun également. Ce sont les conférences de recherche dispensées par l'université, où là également nos formations en travail social au niveau 6 sont rassemblées pour bénéficier de ces conférences. Puisqu'on a à deux, finalement, un certain nombre de diplômes qui ont un grade de licence, pour lesquels on a une convention tripartite entre nos deux organismes et l'université de Limoges. Donc ça signifie que nos étudiants respectifs, en DE CESF, en DE d'éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, les assistants de service social, assistent en fait ensemble à ces enseignements dispensés par des enseignants-chercheurs de l'université. Oui, alors là on parle de l'interprofessionnalité dans le champ du social. Et alors la Croix-Rouge a une petite différence, je dirais, un dispositif pédagogique à Croix-Rouge compétence au niveau national qui s'appelle le savoir coopérer. Et là, pour le coup, cette fois-ci, on va faire travailler ensemble des étudiants de champ sanitaire et social, c'est-à-dire sur des modules progressifs tout au long de leur formation, en mixant des infirmiers, par exemple, bassin-kinésithérapeutes, assistants sociaux, sur des sujets qui les concernent tous les trois. Je pense à la question de la fin de vie, je pense à des questions sur l'autisme aussi, encore une fois. Et il est prévu là prochainement de rassembler également avec ces formations de niveau 6 les formations d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, voilà, d'AES ou d'assistants familiaux, voilà, d'essayer de ne pas s'arrêter à une question de niveau, mais plutôt qu'on mixe aussi les différents niveaux et non pas seulement les différents diplômes. Voilà, ben, on est toujours... Eh ben, le problème, c'est que ça marche pas mieux. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire.
Compliqué, oui, voilà. Donc, on n'entend pas les intervenants. Donc, je ne sais pas trop. Alors, on va faire autrement. Vous allez voir. Ce que je vais faire, c'est que... Mais oui, bien sûr. Regardez, on va faire ça. On va donner ça 1, 1, 1. Vous allez vous le passer, celui-là. Puisque celui-là marche et vous allez m'en donner un autre. Voilà. Tiens, donne-moi le tien. Regarde, tac. Voilà. Voilà, il y en a un qui ne marche pas. Voilà, alors moi je vais parler avec celui-là. Voilà, vous assistez à tout en direct. Et avec moi, il marche. Donc je me posais la question. Allons-y, on va continuer. Paf, paf, paf. Allez, Laurence, tiens, parle un peu dans le micro, voir si on t'entend mieux. Bonsoir Bruno, est-ce qu'on m'entend bien? Ben, pas vraiment en fait. Et il faut vraiment le poser là. C'est bizarre parce que c'est le mien que vous avez récupéré. Un peu plus fort, est-ce que ça convient? Toujours pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Elle est isolée, et c'est isolé, c'est déjà plus confortable. Fanny nous dit c'est compliqué de trouver un établissement en alternance en psychomotricité. Existe-t-il une liste en Limousin d'établissements accueillant des alternants? Allez-y, faites. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, on doit un peu discuter en parler parce que cette formation est portée chez nous par une fois par l'université. Et c'est vrai qu'on n'a pas, de connaissances sur cette formation particulière qui est celle de psychomotricien. Alors c'est particulier, je vous assure, c'est quand elle dit, Marie-Christine dit que c'est déjà mieux. Et moi, j'ai le truc sous les yeux, le son sous les yeux. Quand je parle, le son est à fond. Et quand j'ai donné mon micro, et quand mes invités parlent, le son n'est pas très élevé. Donc, essayez de parler plus fort, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Allez, on va continuer. On va essayer... Voilà, dites-nous hein, si vous avez des choses. Jean-Marie Farge nous a rejoint. Et malheureusement, Jean-Marie Farge, il n'entend pas bien. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'âge, hein, attention. Ça n'a rien à voir s'il est éternellement jeune. Mais voilà, je ne sais pas le problème de son que l'on a aujourd'hui. Pourtant, tout devrait fonctionner comme il faut. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer un deuxième spot. Et puis comme ça au moins, ça marche. C'est déjà pas mal. Voilà, on est de retour, on se posait la question de savoir pourquoi ça ne marchait pas. Ben écoutez, je ne sais pas, ça c'est les mystères de la technique. On va voir avec vous. Alors, on a déjà un petit peu appréhendé la notion de l'emploi. Hein, vous nous l'avez dit, ce sont des formations qui sont destinées pour les unes et pour les autres à travailler normalement, en plus dans le contexte ambiant, il devrait y avoir du travail. Donc je vous propose d'écouter une petite interview que j'ai réalisée samedi avec Claire Horry, qui va nous dire comment ça se passe. Claire Horry, elle est directrice générale de la RSL, donc elle va nous dire, elle, comment ça se passe de son côté. C'est parti. Bonjour Claire Horry. Bonjour Bruno. Claire, vous êtes directrice générale de l'ARSL. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'ARSL? Alors, l'ARSL, c'est une association de réinsertion sociale qui gère 12 établissements et qui emploie 140 salariés. Donc, on est financé en majeure partie par des fonds publics. Alors 140 salariés, vous le disiez, avec essentiellement, j'imagine, des collaboratrices et des collaborateurs qui sont auprès des personnes que vous accompagnez. Quels sont ces professionnels dans les grandes lignes? Alors, les professionnels que l'on emploie dans la RSL sont assez divers. Éducateurs spécialisés, assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, moniteurs éducateurs, conseillers en insertion professionnelle et auxiliaires de vie sociale.
Alors ça fait pas mal de monde. Quels sont les profils en fait que vous recrutez? Quelles sont les qualités qui pour vous aujourd'hui sont indispensables pour travailler au sein de la RSL? Alors, outre le diplôme, on est aujourd'hui très attentif au savoir-être des professionnels. Voilà. Donc ça, Peut-être effectivement, un petit peu plus que les années que précédentes. les années précédentes. Est-ce Mm. qu'aujourd'hui, à la RSL, il y a plutôt je dirais, des personnes, des professionnels qui débutent dans leur carrière ou alors plutôt des gens expérimentés? Alors, on assiste effectivement un renouvellement très important de nos équipes et la majeure partie des candidatures que l'on reçoit sur les postes à pourvoir, ce sont des jeunes professionnels. Euh, Aujourd'hui, il se dit qu'il y aurait des difficultés de recrutement. Certains parlent même de pénurie. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous? Alors, effectivement, il est plus difficile de recruter qu'il y a encore 5 ou 6 ans. On assiste à un manque d'attractivité de nos métiers et à un public qui se complexifie aussi dans ces problématiques. Alors, ça veut dire quoi, justement, un public qui se complexifie? C'est plus les mêmes attentes, c'est plus forcément les mêmes contours de la vocation. À un moment donné, on était sur des métiers de vocation. Est-ce que c'est une autre façon de se projeter dans ces métiers? Alors, effectivement, c'est peut-être une autre manière de se projeter, mais aussi la complexification de ces publics demande d'une expertise plus globale. Hein, on assiste aujourd'hui à des publics avec de multiples problématiques, hein, donc que psychique, addiction, emploi, il cumule un certain nombre de problématiques qui fait que le travail en réseau de nos professionnels est très très important puisqu'on ne peut pas tout traiter, on ne peut pas être expert en tout. Aujourd'hui, euh, effectivement, vous parliez de cette notion, cette évolution hein, des fonctions. Est-ce que pour vous, il y a une vraie adéquation, puisqu'il y a des professionnels de la formation ici, est-ce que la formation suit bien, prépare bien ces nouveaux professionnels à ces évolutions de métier? Alors, de plus en plus, on va dire. Hein, effectivement, il y a quelques années, on assistait quand même à un décalage entre la formation et ce qu'on pouvait vivre après sur le terrain. C'est-à-dire qu'on était sur des concepts un petit peu anciens qui n'évoluait pas avec la société et le public qu'il avait à prendre en charge. Aujourd'hui, je pense que ce phénomène ne tente à diminuer ou que les organismes de formation ont engagé des réformes qui permettent aujourd'hui d'être plus en adéquation avec les besoins. Une dernière question, Claire. Vous parliez peut-être d'un problème d'attractivité de ces métiers. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour inverser un peu la tendance et arriver à recruter tous ces professionnels dont on a besoin? Alors déjà, malgré les augmentations que l'on a eues sur le Ségur et à l'augmentation de la valeur de nos conventions collectives, je pense qu'il faudrait rebaser l'intégralité des salaires de nos secteurs, mais c'est pas
c'est pas la seule raison du manque d'attractivité. Je pense que nous aussi, il faut que l'on communique sur nos métiers et sur, comme vous vous disiez, la vocation humaine qu'implique que ces métiers-là. Et puis peut-être en tant qu'employeur, se remettre en cause et puis peut-être te faciliter aussi à améliorer que les conditions de travail dans nos associations, peut-être avoir plus de souplesse dans notre manière de manager les nouveaux professionnels. Très bien, eh bien, écoutez Claire, merci beaucoup pour cet éclairage, merci beaucoup, et puis donc on va continuer avec les professionnels qui sont là. Merci beaucoup Claire, au revoir. Voilà, une interview de Claire Horry. Alors là aussi, j'espère que vous avez entendu. Dites-le moi si vous avez entendu l'interview ou pas. Alors le son n'était pas super non plus, ça c'est les aléas de la visio. Beaucoup de choses dans ce que dit Claire Horry. Il y a effectivement une évolution des profils. Qu'est-ce que vous en retirez? Tiens Christine, qu'est-ce que vous retirez de ce que dit Claire là? Je pense effectivement qu'il y a une évolution des profils des publics. Il faut que nous, effectivement, en formation, on suive aussi. Ce qui est facilité, notamment par le travail qui est fait avec le terrain. La moitié du temps de formation théorique, la moitié pratique, facilite aussi beaucoup les échanges et l'évolution de la formation, bien sûr. Après, la question du recrutement, c'est autre chose. Je crois que c'est aussi le profil des jeunes aussi, qui sont plus versatiles aujourd'hui, qui se cherchent un peu plus, se questionnent un peu plus. C'est un petit peu le regard que je porte. D'accord. Laurence, alors on va avoir une autre interview, peut-être, qui viendra compléter, bien sûr. Moi, je compléterai quand même, pour certains métiers, il y a quand même question de pénibilité, d'image aussi, un peu dévalorisée. Je pense au métier du domicile, où il va être important, si on veut que ce secteur puisse vraiment recruter et répondre aux besoins, il va falloir agir sur une forme de reconnaissance. C'est un métier qui a beaucoup de mérite. Oui, moi je partage tout ce que vous avez dit, mais j'en retiendrai quand même un peu d'optimisme, parce que c'est vrai qu'on pourrait accueillir plus de personnes encore en formation, et que les employeurs, Claire Horry en fait partie, quasiment tous les jours, en fait, ils nous appellent en disant qu'ils sont prêts à embaucher plus de personnes, à accueillir en apprentissage plus de monde également, parce que j'insiste, en fait, toutes les formations qu'on propose aujourd'hui, là, tout le fameux schéma qu'on a présenté au début, elles sont toutes accessibles aujourd'hui par la voie de l'apprentissage, et on a beaucoup de propositions. Et quand même, là où je vois d'optimisme, c'est que, c'est vrai, moi je nie pas un certain nombre de difficultés, on a parlé des métiers du domicile, mais c'est quand même des métiers relativement enthousiasmants. On a eu cette discussion il y a 2 semaines dans notre conseil d'administration. C'est quand même des métiers on nous parle beaucoup aujourd'hui de métiers qui font sens. C'est quand même des métiers qui font sens, qui font qu'on forme, enfin, ça paraît peut-être grandiloquent, mais c'est des métiers qui font qu'on est une société et qu'on fonctionne comme une société. Enfin, je veux dire, concrètement, c'est des gens qui vont travailler auprès de jeunes enfants pour que ces jeunes enfants s'épanouissent. C'est des personnes qui vont travailler auprès des personnes âgées pour qu'elles puissent continuer à garder leur autonomie, à être pleinement inclus dans la société. De même pour les personnes qui vont accompagner, des professionnels qui vont accompagner des personnes en situation de handicap ou de pauvreté. Donc moi, j'en retiens quand même qu'on pourrait former plus de personnes, mais qu'on a quand même des bons profils. Ça fait peut-être le lien avec ce que tu voulais montrer, mais que ce soit des jeunes ou des personnes qui ont eu un parcours dans d'autres métiers, pas forcément plus faciles, et qui, venant dans cela, trouvent du sens. En fait, une vraie utilité sociale, c'est le cas de le dire, au métier qu'ils exercent. Donc, enfin, moi j'en retiens ça quand même, c'est qu'on a parmi les personnes, toutes ces personnes qu'on forme, plus de 1000 personnes par an pour ce qui nous concerne, beaucoup d'enthousiasme en fait. Voilà, mais on pourrait en former plus, c'est évident. Je confirme, c'est très gratifiant. Les étudiants retirent beaucoup de gratitude de la part des publics qui les accompagnent, et ils trouvent que ça donne sens à leur parcours, et d'autant plus comme dit Catherine, chez les personnes qui se réorientent et qui font le choix justement de se réorienter pour chercher du sens à leur profession.
Très bien. Alors, on verra justement les personnes qui se réorientent. Pour l'instant, je vous propose une autre interview. L'interview de Gaëlle Lefebvre, qui travaille en Charente. Et vous allez voir, elle aussi, elle a une vision et une analyse des métiers. C'est parti. Bonjour Gaëlle Lefebvre. Bonjour Monsieur Gadras. Gaëlle, vous travaillez au sein du conseil départemental de la Charente où vous êtes responsable du territoire d'action sociale Charente-Limousine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consistent vos missions? Alors, un territoire d'action sociale au département de la Charente, c'est une circonscription d'action sociale où on accompagne la population de ce territoire, la Charente-Limousine, autour d'un certain nombre de missions. La protection maternelle et infantile, on va accueillir le parent qui souhaite avoir un enfant. On va accompagner cet enfant et son parent jusqu'à 6 ans. On a des missions de prévention et de protection de l'enfance. On va traiter les informations préoccupantes. On accompagne le public en situation de précarité, les bénéficiaires du RSA par exemple. Et bien sûr, on a une préoccupation pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Alors, on l'aura compris, ces missions nécessitent beaucoup de collaboratrices et de collaborateurs, notamment dans le champ de l'accompagnement. Aujourd'hui, quelle grande typologie de métiers recrutez-vous? Alors, au sein du département de la Charente, pour assurer les missions de service social, d'action sociale en territoire, on a particulièrement besoin d'assistants de service social, d'éducateurs spécialisés, de personnel de la petite enfance, éducatrices de jeunes enfants ou puéricultrices, et bien sûr une profession un peu moins bien connue sous ce nom-là, les assistants familiaux, les familles d'accueil, qui ont aussi maintenant dépositaire d'un diplôme d'État, puisque tout ce personnel qui va venir participer à l'exercice de ces missions doit obtenir un diplôme d'État pour exercer leur métier au sein du département. Alors le diplôme c'est une chose, mais on le sait, il y a besoin d'autres compétences, capacités pour exercer ces métiers. Quels sont les profils attendus au-delà des diplômes au sein de vos services? Alors, les profils attendus, c'est avant tout une bonne technicité qui va être acquise par le biais de la formation qui sont proposées non loin du territoire. Et parallèlement à cette formation, il est attendu aussi une bonne maîtrise du cadre d'intervention, du cadre de déontologie pour s'assurer du respect du secret professionnel, du périmètre d'intervention et de la mise en place d'une relation professionnelle qui va être bienveillante et respectueuse de l'autre. Bien sûr, il est attendu des capacités d'autonomie. Un professionnel est responsable des accompagnements dont il a la charge. Il doit pouvoir en répondre. Donc, bien sûr, le sens des responsabilités aussi. Il est dans un engagement personnel, professionnel, où il doit assumer un certain nombre de responsabilités à tel point que sa responsabilité pénale est engagée. Au cas où il n'agirait pas comme il se doit par rapport au cadre légal, il peut être inquiété suite à des poursuites judiciaires. Et le paradoxe, c'est une capacité d'autonomie, mais aussi une capacité à travailler en équipe, puisqu'on n'est jamais seul dans une situation. Et c'est ce partenariat qui fait la richesse du travail sur un territoire d'action sociale. On est 10 métiers différents au sein du collectif que j'accompagne, et on attend aussi cette capacité à travailler en équipe, par le biais de savoir-être et de savoir-faire. Alors on y reviendra justement dans une deuxième question sur cette capacité de travailler en réseau. Mais avant ça, j'aimerais que vous me disiez 2 mots sur les process de recrutement. Il paraît aujourd'hui que ça devient difficile de recruter ce type de personnel. Est-ce que vous le constatez et est-ce que vous avez quelques pistes d'explication? Alors, effectivement, le constat, il est national. Les différents départements sont en difficulté pour recruter du professionnel qualifié, puisque parfois, on fait le choix de recruter des intervenants sociaux qui n'ont pas forcément le diplôme. Mais quand on parle de travailleurs sociaux, médico-sociaux, ils ont le diplôme. Et les départements constatent que leur personnel vieillissant part à la retraite. C'est la démographie, de fait. Donc, il faut assurer du remplacement. On a aussi un cœur de métier au département qui est la protection de l'enfance et qui peut faire peur à des jeunes diplômés. On manque de jeunes diplômés, je pense que les écoles de service social vont vous le confirmer. La vocation n'est plus forcément la même, donc on ne remplit pas forcément les promotions. Les salaires, le plan Ségur n'a pas été égal pour l'ensemble des professionnels de terrain. Et on est dans une concurrence entre employeurs. Donc chacun y va de ce qu'il va pouvoir proposer. En Charente, ce qu'on aura travaillé, c'est l'accueil en apprentissage. Par exemple, dans mon équipe de 30 agents, j'ai 3 apprentis de service social qui vont sortir cette année. Au 31 juillet, elles finissent leur contrat d'apprentissage. Au 1er août, elles peuvent rester dans la structure et assumer leur mission. Et puis, le département s'est engagé aussi à créer un pacte d'accueil. C'est-à-dire, c'est comment on accompagne ce professionnel qui est très bien formé par les écoles, mais qui, de mon point de vue de travailleur social avec 25 ans d'ancienneté, a besoin de 2 ans pour acquérir tous les bons réflexes professionnels et comprendre ce qui se passe dans le champ dans lequel il travaille. Donc, pendant 2 ans, ce nouveau collègue, on va l'accompagner avec des points réguliers
pour s'assurer qu'il est bien à l'aise dans ses fonctions et qu'il continue d'être dans une interrogation constante de sa pratique pour qu'il y ait adéquation entre ses aspirations, ses capacités et les attentes du public et de l'institution. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour cette analyse. Je reviens vers vous tout à l'heure, mais pour un autre aspect de ces métiers. En tout cas, merci pour cette première intervention et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Ah, papa. Oui, alors le son ce soir, je reconnais, ça n'aura pas été super. Donc j'étais en train de dire, beaucoup de choses ont été dites par Gaëlle. Qu'est-ce que vous en retenez, Christine, en sachant qu'elle fait un état un peu sur l'alternance et elle trouve que c'est une bonne façon de recruter aujourd'hui? Oui, alors l'alternance est une façon. Je pense qu'après, il faut vraiment garder la multiplicité des entrées possibles dans ces métiers. Oui. Parce que sinon, on peut aussi perdre des candidatures et qu'il faut, c'est offrir un choix assez varié. Une multiplicité des portes d'entrée et des cursus multiplicité des portes d'entrée, les parcours aussi, ils sont multiples. Après, il faut savoir prendre chacun avec son parcours pour pouvoir l'accompagner vers ses formations. Laurence, qu'est-ce que toi tu en retiens de son intervention, qui est très riche, Oui, qui est très riche. Et puis, on travaille souvent ensemble, donc je reconnais bien son discours qui est très juste. Et c'est vrai qu'on constate que l'apprentissage devient pratiquement un outil de recrutement aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est une façon pour eux de... Et elle va plus loin, mais parce qu'elle dit, on forme et encore 2 ans pour que vraiment ça soit à peu près bon. Et ça, c'est intelligent et c'est là que c'est intéressant parce que l'apprentissage ne peut pas être qu'un outil de recrutement. Il faut vraiment se doter, l'employeur doit vraiment se doter d'outils d'accompagnement pendant la formation en apprentissage, mais après, bien évidemment, mais même pendant déjà les formations des maîtres d'apprentissage, parce que c'est très lourd pour un étudiant quand même l'apprentissage. Il faut savoir que pendant que les autres sont en vacances ou ailleurs, les étudiants reviennent chez l'employeur. Voilà, c'est donnant-donnant. Il y a quand même un sacré engagement des 2 côtés. Donc c'est voilà, et c'est pas rien. Mais ça se développe à grande vitesse là. Ouais. Catherine, qu'est-ce que tu en retiens toi de cette intervention? Peut-être l'engagement auquel elle fait référence à intégrer les nouveaux professionnels. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe vraiment beaucoup dans ce secteur dont on a eu l'occasion de parler récemment, c'est vraiment cet engagement des employeurs, qu'ils soient publics ou associatifs, dans la formation de leurs salariés. On le voit là dans l'intégration. Ouais. C'est vrai que, on a parlé tout à l'heure d'alternance, et je suis d'accord avec vous, c'est pas un statut, l'alternance, c'est une modalité en fait de formation dont on essaie d'utiliser toutes les potentialités. On ne lâche pas en fait les jeunes un beau jour dans le milieu professionnel, tout au long de leur année, 2 ans, 3 ans de formation, ça va dépendre des cursus, ils vont s'habituer à ça. Et les professionnels s'engagent vraiment beaucoup, avec des accompagnements de stage qui sont très travaillés à l'avance, avec l'intégration et avec de la formation continue également. Moi, on voit beaucoup de gens qui reviennent, alors soit qui vont poursuivre des études dans une logique de filière, vous parliez tout à l'heure du lien BTS, ESF, diplôme d'état de CESF, on a beaucoup de parcours, des gens qui vont entrer sur un CAP petite enfance, qui vont continuer en bac pro animation par exemple, qui vont aller travailler et qu'on va revoir par exemple quelques années plus tard, qui reviennent préparer un diplôme. Et ça, moi je trouve que c'est très particulier à ce secteur, c'est pas le seul où ça existe. Mais je suis très frappée, moi, par ça, par la réflexion que mènent les employeurs et par toutes les actions qu'ils développent pour intégrer et continuer de former leurs salariés après. Très bien. Allez, une petite pause. Maintenant que le son marche super bien, on va en profiter pour écouter le spot de Limoges Métropole. Alors le temps avance, on est bientôt au bout. Je le dis pour les gens qui sont là et qui n'ont pas bien entendu la première partie, j'essaierai d'arranger le son, parce que tout ce qui a été dit en première partie a été très intéressant. Donc vous retrouverez l'intégralité sur YouTube et j'aurai
monter le son, j'espère que ça fonctionnera. On va envisager maintenant les évolutions de ces métiers parce que peut-être aussi qu'on a à la fois les parents, peut-être les candidats, peut-être certains professionnels, une vision peut-être un peu déformée de ces métiers parce qu'on ne tient pas forcément compte de la nécessaire évolution de ces métiers. Là aussi, j'ai interviewé Gaëlle Lefrère et elle va nous dire ce qu'elle en pense. Gaëlle, je vous remercie d'être de nouveau avec nous. On a vu un peu les problématiques ou en tout cas les réalités du recrutement et ce que met d'ailleurs en place le département de la Charente pour continuer à recruter du personnel dans de bonnes conditions. On l'a compris, l'alternance, c'est une très bonne orientation de travail. Aujourd'hui, les métiers de l'accompagnement ne sont plus les mêmes parce que les besoins en accompagnement et les structurations sur les territoires évoluent. C'est aussi votre analyse ? Complètement. Et la particularité du travail social, c'est de remettre en cause sa pratique pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins. Donc constamment, le travailleur social est en recherche de réponses qui seraient la plus adaptée possible pour le besoin. La population évolue, les besoins évoluent. On a pu constater de plus en plus de parents qui ont besoin d'être accompagnés dans leur parentalité. On fait du soutien pour les jeunes parents, mais parfois, jusqu'aux 18 ans, voire le jeune majeur, on est là pour essayer d'accompagner ce parent sur le cadre qu'il a besoin de poser. On accompagne des familles, des personnes seules. Les constats qu'on peut faire, c'est que les problématiques sont de plus en plus complexes, multifactorielles. Il peut y avoir une baisse de revenus, mais qui va occasionner une perte de mobilité pour que la famille puisse se déplacer, pour aller vers l'emploi, de là une dégradation de la santé, des problématiques familiales qui vont avoir lieu entre les relations parents-enfants. Donc le travailleur social du territoire, il se retrouve avec une situation complexe puisque, on peut le rappeler, quand on travaille en polyvalence intégrale de secteur, on fait du 360, c'est-à-dire qu'on balaye toutes les problématiques des familles. Donc de là, on doit constamment réfléchir à comment on accompagne l'autre et on a la chance de bénéficier de formation. Là, le département vient de mettre en place une formation sur le pouvoir d'agir pour l'ensemble des professionnels qui accompagnent les familles pour que justement on soit vigilant sur cette société inclusive. Un travailleur social, c'est développer de l'autonomie pour que la personne, la famille, l'enfant trouve sa juste place en fonction de ses aspirations, en fonction de ce qu'il est capable de mettre en place avec la volonté qu'il a de le faire ou pas. Donc on est vraiment dans une réflexion constante d'adaptation et de plus la fonction publique, on a cette obligation, c'est bon de le rappeler, le service public doit s'adapter aux besoins de la population qui l'accompagne, mais c'est aussi un code de déontologie auquel on tient et c'est pour ça que régulièrement on met en place des formations ou des techniques alternatives. On fait aussi beaucoup d'actions collectives en territoire pour permettre aux gens d'être sur le pouvoir d'agir. Un exemple, la maison départementale de Confolens, qui est un des établissements que je gère, il y a un groupe de personnes qui sont en train de faire la décoration de ce bâtiment. Alors, c'est pas pour nous faire plaisir, même si on va avoir de très jolis lieux, mais c'est surtout pour se rendre compte qu'ils peuvent intervenir au sein de notre service, qu'ils sont les bienvenus. Ils peuvent modifier notre environnement professionnel et qu'ils ont la main. Ils ont fait, par exemple, le sapin de Noël pour l'équipe et on était avec eux. Et c'est ça aussi, c'est de redonner le pouvoir à l'autre. C'est pas le travailleur social le sachant, c'est ensemble qu'on va co-construire vers quoi les gens veulent aller. Alors dans le même ordre d'idée de co-construction, aujourd'hui on le voit dans le champ du social, dans le champ du handicap aussi, les accompagnements ils ne sont pas monolithiques, ils ne sont pas uniques et les personnes elles ont besoin d'avoir différents intervenants à leur côté, de parcours qui sont très structurés, c'est quasiment du sur-mesure. Là aussi, le travailleur social a une place à retrouver, il n'est pas le seul à gérer, à accompagner la personne. Loin de là, effectivement. La technicité est de plus en plus pointue, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un handicap, c'est pas un handicap en lui-même. C'est qu'est-ce que c'est cet handicap, une maladie, un accident de la vie, et de là, quelle prise en charge on va pouvoir apporter. Ça va être une prise en charge médicale, parce que souvent l'handicap c'est bien en lien avec la santé. Ça va être une prise en charge aussi de l'ordre de la santé mentale, parce que se retrouver dans une situation de handicap, ça a des incidences. Ça va être une prise en charge sociale, parce qu'il peut y avoir une baisse des revenus. Ça va être une prise en charge peut-être au niveau du logement, parce qu'il faudra adapter le logement. Donc un travailleur social, en lui-même, il ne peut pas gérer toutes ces technicités, mais en tout cas, pour ce qui est du département, il va être le coordinateur de tout ça pour qu'à un moment, on ait une réponse qui soit la plus collégiale possible et toujours avec cette préoccupation que l'usager,
cette personne pour qui on est là valide bien ce qu'on entame, ce qu'on met en route et qu'il soit d'accord avec ça et que cette forme d'intrusion qui est la nôtre dans son histoire fait qu'elle est validée et qu'ensemble, on va établir ses priorités. Moi, travailleur social de terrain, j'avais travaillé une famille pour remettre en ordre ce logement que je trouvais pas forcément très, très propre. La famille n'a jamais collaboré et je trouvais que la famille n'avait pas compris le sens de mon action. Mais effectivement, c'était mon souhait à moi. Elle, c'était autre chose qu'elle voulait faire. Cette maman, c'était apprendre à cuisiner pour ses enfants. On a abandonné le logement et on est parti sur de la cuisine. Elle a retrouvé son pouvoir d'agir. Et moi, je suis arrêtée avec mes projections de travailleur social, toute jeune que j'étais, sur ce qui me semblait être bon pour la famille. Très bien, ben écoutez, c'est passionnant, mais on doit couper un peu, puisque l'émission doit continuer. On va continuer la discussion avec nos invités. En tout cas, merci beaucoup. On entend bien au travers de votre analyse que le département de la Charente est particulièrement actif et ça fait plaisir à entendre toute cette réflexion autour des métiers. Merci beaucoup Gaël Lefrère et j'espère à très bientôt. Merci Monsieur Gadras pour l'intérêt que vous portez à notre travail. Commence, je remets le son, je disais, dans la filière de conseillère en économie sociale et familiale, ces évolutions sont aussi sensibles. Oui, bien sûr. Après, je crois que vraiment là, tout a été dit et la nécessité de se former encore et toujours après pour les travailleurs sociaux, c'est essentiel. Et de bien ancrer, je pense aussi, cette question de co-construire avec les usagers. C'est pour ça qu'on l'impulse dès la formation. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un parcours qui se construit tout au long de leur vie professionnelle. Marie-Christine nous dit « J'étais directrice de restaurant, aujourd'hui je suis formatrice Master 1 TSA et TND, une volonté pour des raisons familiales, puis pour des raisons associatives. » Et bien là, on va avoir aussi un témoignage de quelqu'un qui change un peu de métier, je ne vais pas dire de filière, mais de métier. Laurence, c'est ça aussi, l'évolution des métiers. Croix-Rouge compétences Croix-Rouge ou Croix-Rouge compétences Croix-Rouge compétences. Croix-Rouge compétences, j'imagine, évolue aussi, fait évoluer ses formations en fonction de ça. Il faut des parcours souples, il faut des parcours très individualisés. On n'est plus dans des chemins là, tout tracés. Il faut permettre aux étudiants de pouvoir bifurquer, changer d'avis, compléter des choses. Voilà. Il faut absolument que nous, organismes, on rende beaucoup plus souple nos fonctionnements, pour qu'il y ait des parcours qui répondent aux besoins des gens et à leurs envies, et notamment pour les reconversions. On va en parler. Catherine. Moi, je retiendrai, en effet, c'était juste parfait, de ce qu'elle a dit, cette notion de société inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos formations? Ça signifie que les travailleurs sociaux, quel que soit leur niveau, que l'on forme, on va les préparer à des modes d'exercice différents. C'est-à-dire à travailler dans une institution, un EHPAD, une crèche, un établissement pour personnes en situation de handicap, mais aussi avec une multitude d'acteurs en dehors de ces établissements. Ce sont des travailleurs sociaux qui vont accompagner, par exemple, les TISF vont accompagner, ou d'autres, les familles dans leur vie à l'extérieur de leur domicile, vont accompagner à l'école, vont monter des projets, par exemple, à vocation sportive ou culturelle, avec des associations, avec des clubs. Voilà, donc ça marque aussi très fortement nos formations que de préparer en fait ces futurs travailleurs sociaux à être eux-mêmes dans la société avec une multitude d'autres acteurs. Voilà, le temps passe, on est presque au bout, mais il y a... Non, vous n'êtes pas trop long, surtout que la première partie, on l'a peu entendue. On va passer un dernier spot et puis on va écouter un témoignage parce que, on le disait, les formations, on n'est pas sur du sur-mesure, mais pas loin quand même. Et puis, il y a des parcours qui sont en fonction des envies des gens, en fonction des vies des gens. Et on va découvrir ça avec la dernière invitée aujourd'hui. Mais pour l'instant, un petit spot.
Voilà, dernière ligne droite, on le disait, les motivations, les façons d'accéder aux formations sont différentes. C'est ça aussi qui est intéressant dans ces métiers, c'est qu'il y a des possibilités de carrière. Hein. On peut rentrer par une porte et puis travailler, et puis revenir, etc. On peut enchaîner les différents niveaux de formation. Eh bien, je vous propose d'écouter le témoignage de Sandrine. Sandrine, elle a commencé en travaillant dans la restauration et aujourd'hui, elle s'apprête à devenir assistante sociale. Bonjour Sandrine. Bonjour. Sandrine, j'ose à peine dire étudiante et pourtant c'est le cas puisque vous êtes en seconde année d'assistante sociale. On va y revenir hein, sur le déroulement. Ceci dit, votre parcours est un peu particulier parce que vous avez décidé de vous réorienter, je dirais, après une vingtaine d'années déjà dans un secteur d'accompagnement. Vous étiez auxiliaire de puériculture. Oui, tout à fait. En fait, je me suis reconvertie. Actuellement, j'ai travaillé pendant plus de 18 ans en tant qu'auxiliaire de puériculture à l'hôpital. Et j'avais déjà fait une première reconversion professionnelle, du coup, à 28 ans pour entrer dans ce métier d'auxiliaire de puériculture. Alors, qu'est-ce qui fait que, au bout de 18 ans dans la puériculture, vous avez vos compétences, vous avez vos repères, vous avez vos collègues. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit tout va bien, donc je change? Alors, on change parce que peut-être, ça dépend des gens, mais peut-être forcément tout ne va pas forcément bien. Et c'est vrai que dans mon cas, c'était un choix pour raisons personnelles, pour allier le professionnel avec le personnel. Je me retrouvais plus dans ces conditions de travail particulières. Mais ce n'était pas un souhait de changement de métier, car je m'épanouissais beaucoup dans mon métier, que j'appréciais, mais c'était plutôt les conditions de travail dans lesquelles je ne me retrouvais pas et qui ont mené à un désir de changement. Pourquoi assistante sociale? Vous êtes à un moment de votre vie, même si vous êtes encore très jeune, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, des aspirations de salaire, des aspirations de confort. On ne peut pas forcément dire que assistant social, ce soit la profession la mieux rémunérée du monde. Et puis, ça reste quand même un métier où on est en prise avec les difficultés des gens. C'est comme ça, que vous voyez votre engagement professionnel? Alors, là pour le coup, cette reconversion professionnelle n'était pas très très éloignée quand même de mon travail, contrairement à la première fois. Parce que quand vous travaillez à l'hôpital, vous faites du sanitaire et social. Ce n'est pas pour rien que ce sont des formations sanitaires et sociales, c'est que vous faites beaucoup de social à l'hôpital. Donc c'était un métier que je connaissais parce que je travaille avec des assistantes sociales. Donc c'est un métier que je connaissais et le fond du métier m'était connu parce que c'est, même si bien sûr la formation d'assistante sociale m'amène plus de théorie, mais au niveau du contact et de la relation humaine, je l'exerçais déjà dans mon ancien travail. Comment ça se passe quand on est en poste et puis qu'on se dit tiens, allez, je vais changer, je vais faire, parce que vous auriez peut-être pu envisager, j'en sais rien, peut-être une VAE ou quelque chose comme ça. Vous avez choisi la formation pleine et entière, je dirais. Déjà, est-ce qu'on fait un calcul financier de ce que ça va impliquer? Alors, je ne vous demande pas de me dire combien vous gagnez ou pas, mais voilà, ça compte hein, tout ça parce que c'est quand même 3 ans de votre vie. Comment ça s'est passé techniquement, je dirais? Alors techniquement, je ne me suis pas engagée dans la formation tête baissée. Il a fallu en effet calculer le pour et le contre. Au niveau financier, évidemment que ça doit rentrer en compte. Du coup, on se renseigne, qu'est-ce qui est possible, quel financement est possible et quel sacrifice aussi financier il va falloir faire parce que même si un certain financement est possible, il n'est pas total. Donc, c'est des calculs que l'on fait. En effet, comme vous dites, c'est pas un métier qui est extrêmement bien payé au regard du nombre d'études. Mais je venais aussi d'un métier où j'avais un salaire quand même conséquent avec mon ancienneté. Mais disons que forcément, vous calculez quand même. Et j'étais dans cette voie aussi parce que je n'avais pas une perte de salaire. Je ne peux pas dire que j'aurais une grande gratification de salaire, mais par contre, je n'avais pas de perte de salaire. Donc ça, c'était important à prendre en considération. Alors, il y a peut-être des gens là qui vont regarder et puis qui vont se dire bon, mais elle l'a fait, peut-être que moi, je veux le faire aussi.
Moi, j'avoue, alors moi, je vais vous dire, j'ai fait une VAE, vous voyez, à 50 ans pour avoir le café Ruisse, par exemple, parce que je ne me voyais pas retourner à l'école. Vous, quand même, vous revenez à l'école tous les jours, Sandrine. Moi, c'est un truc qui me tracasse. Ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui envisagent ça? Est-ce que c'est vraiment possible? Alors, en fait, tout dépend de mon travail. C'est-à-dire que je n'avais pas de VAE possible, vu mon diplôme, qui pouvait m'apporter ce niveau professionnel. Du coup, forcément, peut-être que j'aurais une VAE en comparaison, j'aurais peut-être été vers une VAE, mais pour faire ce métier que j'avais envie de faire, il fallait passer par la case école. Je n'avais pas d'autre choix. Donc, c'est pour ça que c'était pas forcément un choix facile de retourner à l'école. Après, comme je l'avais déjà fait une première fois, c'est vrai, avec cette reconversion à 28 ans, j'avais moins l'appréhension du retour à l'école. L'appréhension que j'avais, c'était sur la durée, parce que la durée était quand même assez longue, 3 ans. Mais ce n'est pas cette appréhension qui m'aurait freinée. Alors, on l'a dit, on cache rien, on a discuté un petit peu avant l'enregistrement. Moi, je pense qu'un projet de formation, quand on est comme ça, peut-être au milieu de sa carrière professionnelle, c'est un peu comme un projet d'entreprise. Je pense que c'est souvent un projet de famille aussi, c'est-à-dire que le fait que la famille adhère à ce projet-là, surtout sur une durée conséquente de formation, c'est important. Vous dites la même chose, vous? Que sans l'adhésion de la famille, eh ben, c'est pas possible? C'est plus difficile, je dirais. Au niveau de l'environnement proche, je pense que c'est essentiel. C'est vrai que j'ai eu la chance, moi j'ai 3 enfants, j'ai eu la chance que mes enfants comprennent ma démarche ainsi que mon mari, parce que ça leur a été expliqué et parce qu'elles voient aussi les bénéfices pour l'après. Mais je pense que oui, il faut le soutien familial, mais c'est aussi un exemple pour ses propres enfants. Donc c'est vrai que c'est un sacrifice quelque part, mais c'est aussi un exemple qu'on donne à nos enfants. Donc je l'ai vécu aussi comme ça. Allez, un dernier petit mot. Le secteur commence à être en difficulté, hein, le secteur social. Il y a des pénuries de recrutement. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes, ou en tout cas peut-être plus jeunes que vous, qui souhaitent, qui se posent des questions sur l'avenir? Pourquoi aller vers ces métiers du social, vers ces métiers de l'accompagnement? Alors déjà, je pense que pour aller vers ce métier l'accompagnement, il faut avoir la fibre sociale. Il faut se questionner, est-ce que l'intérêt des autres est important à mes yeux? Je pense que ça, c'est quelque chose qui ne se réfléchit pas, mais qui se ressent. Donc je pense que les personnes qui sont avec moi à l'école, qui sont très jeunes pour certaines, et quelques-unes un peu moins jeunes, ont toute cette fibre de l'empathie. Donc c'est vrai que ce travail va permettre de se mettre en relation ses valeurs et son ambition professionnelle. C'est un métier où on se sent utile. Donc, il y a une reconnaissance, même si parfois la reconnaissance, elle n'est pas forcément institutionnelle partout, mais au niveau des bénéficiaires, cette reconnaissance est quand même assez importante et valorisante. Très bien, c'était super. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, juste une dernière petite question, mais c'est vraiment pour vous taquiner. Est-ce qu'à l'école, les jeunes qui ont eu le bac l'année dernière ou il y a 2 ans ou quoi, est-ce qu'ils vous invitent quand il y a des soirées étudiantes, ou alors est-ce qu'ils passent leur chemin? Alors, en fait, ils m'invitent. Je n'y vais pas tout le temps. Mais non, au contraire, ils m'invitent. Ils sont contents quand je peux venir. Alors après, c'est pas forcément des soirées très tard en ce qui me concerne, plutôt des repas. Mais c'est très sympathique. Et non, au contraire. Après, c'est vrai que les personnes qui se retrouvent dans cette école et dans ces filières sont des personnes empathiques et qui sont dans le respect de l'autre. Donc, on a une très bonne ambiance au sein de notre promotion. Et c'est vrai que j'ai trouvé ma place sans aucun problème. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, puisqu'on le dit, on est le week-end, hein, donc voilà, merci de nous avoir accordé du temps pour ce témoignage, et puis on se recroisera quand vous serez travailleur social, il n'y a pas de souci. À très bientôt. C'est pas problème. Pardon, je disais, ouais, le son, il va vraiment falloir que je règle ça pour la prochaine fois. Je disais simplement que ce témoignage était particulièrement intéressant,
que Jean-Marie Farge nous disait « Adaptation et innovation des formations en fonction de l'évolution de notre société et des politiques publiques. L'importance de la formation continue tout au long de la vie professionnelle. » C'est vrai que c'est particulièrement important, et je disais aussi qu'on peut trouver des motivations à 40, 45, 50 ans qu'on n'avait pas forcément à 20 ans. Ces filières-là permettent d'accéder à ces métiers, on est d'accord? Ah oui, oui, absolument. Allez-y, On a pas mal, d'ailleurs, souvent de femmes, c'est des métiers féminins, hein, on a 10% d'hommes, hein, donc c'est important de le dire quand même, ce qu'on regrette, parce qu'ils ont de jolis parcours en général, ils ont toute leur place, mais on voit souvent des femmes qui ont pris le temps d'élever leurs enfants, et une fois que elles estiment avoir fait, que ces enfants sont grands, elles pensent à elles, et elles repensent à ce dont elles avaient envie plus jeunes, et c'est souvent ce qu'elles nous disaient lors des entretiens, elles disent, non, c'est mon tour, je vais me faire plaisir, et je vais faire un métier qui a du sens pour moi, et voilà, ils nous rejoignent dans ces conditions-là. Non, c'est vrai qu'on a des promotions tout à fait diversifiées, en particulier sur les premiers niveaux de qualification. Moi, je pense aux AES, aux moniteurs éducateurs, aux techniciens d'intervention sociale familiale. On a là des promos variés, quoi. Alors, avec plus peut-être de messieurs déjà que dans d'autres formations, et des âges très divers. Hein, on disait tout à l'heure de 17 à 45 ans, c'est à peu près la fourchette qu'on va trouver, et ça fait des groupes tout à fait riches avec des parcours. Voilà, dans ma tranche d'âge, donc c'est voilà, jeune. Ça ne peut encore venir. Là où, j'en ai bavé justement sur la VAE, croyez-moi, alors j'en fais la promotion parce que ça compte, c'est aussi une possibilité. D'ailleurs, les formations sont en train de s'adapter. Dès la rentrée de septembre, elles seront toutes en bloc de compétences pour justement... Ça veut dire quoi, Ça veut dire que la formation est morcelée. Enfin, on a fait des morceaux de formation qui correspondent à des compétences particulières avec une certification en face de ces compétences particulières. Donc, il y en aura 8. Je prends l'exemple des diplômes de niveau 6, Bac plus 3, là, nos formations grade licence. Ça veut dire que quelqu'un qui a une VAE, qui aura peut-être validé partiellement certaines compétences, pourra venir en centre de formation pour compléter et obtenir finalement le diplôme. Voilà, petit à petit, en fonction de ses moyens financiers, en fonction de son temps. Voilà. Bien sûr. Bon, après, il y a des gens comme moi qui ont tout d'un coup. T'es trop fort, c'est trop fort. Non, mais je rigole. Non, un véritable investissement. J'en profite pour vous dire, j'ai fait une chronique que vous retrouverez la semaine prochaine sur France 3, sur la VAE, justement, où je prends appui sur la VAE que j'ai fait à Polaris. Un grand moment de ma vie, avec beaucoup de désespoir, beaucoup de... Enfin, voilà. Ouais, avec un jury gentil aussi. Non, un jury qui a reconnu les compétences. Mais c'est vrai que c'est un investissement personnel. C'est très difficile. VAE, surtout pour des gens de mon âge où on n'est pas trop habitué à recenser, à faire le point sur ses compétences. Les jeunes aujourd'hui ont un peu plus l'habitude avec les histoires de portefeuille, de compétences, etc. Quand tu as bossé pendant 30-35 ans, tu as fait des choses de briques et de broc, à un moment donné on te dit tu les remets comme il faut d'aplomb pour montrer tes compétences, c'est pas forcément évident. C'est très difficile la VAE. Et l'accompagnement très intéressant. Marie-Christine qui donc nous explique qu'aujourd'hui elle s'est plutôt orientée sur les métiers de l'accompagnement. Elle, c'est parce que sa fille est autiste, c'est aussi son moteur, chacun trouve son moteur pour intégrer ces formations. Donc vous le voyez, beaucoup de possibilités dans ces métiers. Qu'est-ce qu'on peut... On a parlé effectivement de la VAE, de la formation en cours d'emploi. On peut bien évidemment solliciter le CPF. On peut venir jeune, moins jeune, tout est ouvert. Oui, on peut arriver par Pôle emploi, peut être un organisme qui peut vous orienter et proposer des financements. Ça peut être la mission locale pour les plus jeunes. La région, il ne faut pas l'oublier, propose des bourses aux étudiants au même niveau que le Crous pour d'autres filières, que la formation universitaire. Donc voilà, il y a plein de possibilités d'être financé pour faire ces formations. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher. Voilà, vous avez les coordonnées là, vous avez les coordonnées de... Alors, Christine nous a quittés, elle avait un rendez-vous, mais vous avez les coordonnées du lycée Valadon, vous avez les coordonnées de Croix-Rouge Compétences. C'est Croix-Rouge Compétences ? Croix-Rouge Compétences. Croix-Rouge Compétences et Polaris qui s'affiche. Allez, on va terminer là-dessus parce qu'il faut terminer. Qu'est-ce qu'on peut dire en un mot pour que les gens viennent au moins se renseigner pour exercer ces beaux métiers de l'accompagnement, Catherine?
Oh, j'espérais que tu n'allais pas commencer par moi en un mot. C'est dur. Moi, je retiendrai, même si ce n'est pas très original, toutes les potentialités qui existent. En fait, la diversité des personnes qu'on peut accompagner, toutes les possibilités d'évolution et cette idée de formation de métiers qui sont en prise avec les évolutions sociales. Donc, en fait, qui permettent aussi de se renouveler en permanence. Ouais. On ne s'ennuie pas et on y est très libre. On y est autonome et on apprend tous les jours. Voilà. C'est vrai. Alors moi je rajouterais, je ne dis pas trop ce que je pense en général, hein, c'est pas le truc. Je dirais quand même que ce sont des métiers qui sont durs, qui sont difficiles. Oui. Ce sont des métiers qui sont difficiles et c'est des métiers qui doivent être considérés par les institutions parce qu'on ne peut pas tout faire avec rien. C'est surtout ça. Oui. Je ne parle pas simplement de paye. Alors on a eu une petite discussion pendant le reportage, on n'était pas tout à fait d'accord puisqu'on disait que ce n'est pas forcément les métiers les mieux payés du monde. En tous les cas, ce n'est pas forcément des métiers où on retient les gens avec 3 sous de plus. Les conditions comptent énormément. Ce sont des gens qui travaillent à côté de personnes en difficulté. Il faut aussi s'occuper de ceux qui s'occupent des autres par moment. Hein, on est d'accord avec ça? Oui. Voilà, ben ça va être la fin. Alors, juste quand même un petit peu d'auto-promo. Tac, on remet le site. Le site d'offres d'emploi, un site régional. Déposer les offres ne coûte rien. Déposer les CV ne coûte rien. Télécharger les CV ne coûte rien. Je ne vois pas, je peux vous donner ma chemise. Il n'y a un truc qui coûte, c'est si vous téléchargez des candidatures qui correspondent, ça coûte 5 €. Je pense que l'économie n'est pas en danger. Et les 5 €, ce n'est pas pour mettre dans ma poche, c'est pour continuer à payer parce que vous savez, on nous prend tout, bien évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site emploi-nouvelle-aquitaine.fr. De toute façon, si vous n'y allez pas, un jour, ça fermera et vous dira, ah ben oui, mais il n'y a rien. Bon, mais si, voilà, il y a ça. Et puis, je vous rappelle que je vous retrouve tous les lundis matins sur France 3 Nouvelle-Aquitaine dans l'émission de Vanessa Finot. Vous êtes formidables. En ce moment, il y a un replay, c'est par rapport à l'ADI. Hein, j'ai fait une chronique sur l'ADI la semaine dernière. Et puis, l'émission qui va passer la semaine prochaine, c'est pour la VAE. Justement, je vais vous parler de la VAE et du bon côté que peut avoir la VAE quand, à un moment donné, on décide un peu de remettre en place ses expériences et ses compétences. Voilà, mesdames, écoutez, je vous remercie. Je m'excuse une fois de plus pour le son. Je vais essayer de faire quelque chose pour ça. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je recevrai quelque chose de complètement différent. L'Office international de l'eau. Allez, vous pouvez repartir au barbecue parce qu'il fait un peu bon. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci.